L'Afrique n'en finit pas d'être secouée par des crises et des guerres. Même les pays qu'on croyait les plus stables, tels la Côte d'Ivoire, sont victimes de ces convulsions dont les causes sont souvent des querelles ethniques. L'ancien pouvoir colonial, en dessinant des frontières qui ne tenaient aucun compte des réalités ethniques et linguistiques, a en effet laissé à ces pays un héritage bien difficile à gérer. Comment construire une unité nationale alors que tout sépare des populations disparates dont les coutumes et les traditions diffèrent? L'un des exemples les plus caricaturaux semble bien être celui du Tchad, pays immense qui rassemble d'innombrables ethnies et qui, de crise en crise, de coup d'État en coup d'État, n'a vraiment jamais connu la paix et encore moins la démocratie. Un clan remplace l'autre, mettant aussitôt le pays en coupe réglée, régnant par la force et opprimant les autres ethnies. Il en est ainsi depuis 40 ans. Ces transitions violentes ont bien sûr été suivies de près quand elles n'ont pas été suscitées par l'ancienne puissance coloniale, la France en l'occurrence. À la charnière du monde arabe et de l'Afrique noire, le Tchad occupe en effet une position stratégique au centre de notre ex-empire colonial. À plusieurs reprises depuis l'indépendance, nous y sommes intervenus militairement pour soutenir les gouvernements en place ou pour juguler les ambitions de son encombrant voisin du Nord, la Libye. Et d'ailleurs, un important contingent français continue d'y stationner. Monsieur X, qui m'a souvent parlé de l'Afrique, a donc choisi cette semaine de s'intéresser au Tchad, où les services spéciaux français ont toujours été omniprésents et ont souvent joué un rôle trouble. Comment faire vivre ensemble des populations qui n'en ont pas envie? La mission est quasi impossible, d'autant que les rivalités ethniques ne manquent pas d'être exacerbées par des acteurs extérieurs. Au Tchad, comme ailleurs en Afrique. Oui, les acteurs extérieurs, les États, vous voulez dire? Évidemment. Au Tchad, on a l'embarras du choix. Il y a la France d'abord, l'ancienne puissance colonisatrice. Mais il y a aussi la Libye et le Soudan. Et d'autres encore, voisins ou pas, et c'est facile à comprendre. Les frontières existantes sont artificielles. Elles ont souvent coupé en deux des ethnies. Mais les ethnies, justement, alors, combien on en compte au Tchad? À peu près 200. Et il existe une centaine de langues. Toutefois, pour simplifier, disons qu'il y a deux grands groupes. Au sud, vivent des agriculteurs autrefois animistes et peu à peu christianisés par les missionnaires français. Au nord et à l'est, on trouve des nomades musulmans qui ont une longue tradition guerrière et qui ont toujours été rebelles à la colonisation. À la différence des gens du sud, des sédentaires qui ont formé la plupart des cadres indigènes de la colonisation. Mais ces deux groupes ne s'entendent pas? Non, leur ressentiment remonte loin, bien avant la colonisation. Car les guerriers du désert ont longtemps vécu du trafic d'esclaves. Des esclaves qu'ils venaient capturer justement dans les tribus du Sud. Mais je vous ai dit que je simplifiais. Car à l'intérieur de ces deux grands groupes, il existe des sous-groupes qui s'opposent parfois violemment les uns aux autres. Ce qui veut dire en tout cas qu'il n'y a pas de groupe majoritaire. Aucun, non. Et le concept de nation tchadienne est toujours une absurdité, tant ces gens sont différents et tant la population tchadienne est hétéroclite. Pourtant, ils sont quand même obligés de coopérer. Oui, en apparence, oui. Mais aucun gouvernement d'union nationale n'a pu durablement s'imposer. Après l'indépendance, alors, comment ça se passe? Presque naturellement, ce sont les sudistes qui prennent le pouvoir. Avec le soutien de la France? Bien entendu, parce que c'est au sud que le pouvoir colonial était le mieux implanté. Le premier président, François Tombalbaye, un enseignant, et donc un membre de l'ethnie Sahra, qui représente à peu près 20% de la population tchadienne. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est très mal vécu au nord, d'autant plus que les Toubous, comme on les appelle, ont toujours nourri un solide complexe de supériorité. Ouais, la supériorité du nomade sur le sédentaire. Et du guerrier sur le paysan. Le gouvernement français a tellement conscience de cette hostilité latente que la partie sahélienne du Tchad demeurera sous administration militaire française encore 4 ans après l'indépendance. De peur que les Toubous ne se rebellent. Oui. Les Toubous qui ne peuvent qu'être irrités par la façon de gouverner du président Tombalbaye. Il a interdit les partis d'opposition et règne en dictateur avec les membres de son clan. Et bien entendu, il accapare avec les siens les maigres richesses du pays. Notez bien que les présidents qui lui succéderont, qu'ils soient du nord ou du sud, n'agiront pas autrement. Et la France? La France, qui fait souvent des fins de mois du gouvernement tchadien, est très impliquée à Fort-Lamy. Fort-Lamy qui ne s'appelle pas encore N'Djamena. Non, c'est au début des années 70 que Tombalbaye décide de tchadiser les noms. Mais quand vous dites que la France est très impliquée, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire nous continuons à diriger, directement ou indirectement par l'intermédiaire de coopérants qui sont bien souvent des agents de nos services secrets. Le principal conseiller de Tombalbaye, l'homme qui a la haute main sur les services de sécurité, est par exemple un officier français, un métis franco-vietnamien, le commandant Gourvenec.
Mais là-bas, il y avait aussi Pierre de Bizet, le futur patron du SAC. Donc ça sentait très fort la barbouzerie. C'est évident, Foccart avait l'œil. Foccart. Mais est-ce que ce n'était pas une folie de soutenir un régime autoritaire et corrompu? Il n'y avait pas beaucoup d'autres choix si on voulait que la France demeure présente au Tchad. Au fond, pour Foccart et son maître, le général de Gaulle, Tombalbaye était un pis-aller. Mais Paris savait bien que le président tchadien commettait erreur sur erreur. En particulier en imposant partout les gens de son ethnie, en éliminant systématiquement les musulmans. Mais quand le Nord cesse d'être sous la coupe militaire de la France, vers 64-65, c'est ça. Est-ce que la rébellion est immédiate? Presque, oui, en 1965 ou 66. On voit alors se constituer des maquis et apparaître un mouvement, le Frelinat, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale du Tchad. Les premiers incidents sérieux vont avoir lieu en 1967. L'armée tchadienne réplique brutalement. Et inévitablement, la rébellion se propage parmi les tribus Toubou. La situation devient même si inquiétante que Tombalbaye fait appel à la France. Oui, il réclame une aide militaire. Oui. Mais légalement, était-ce possible? À vrai dire, non. Certes, la France et le Tchad avaient passé des accords de coopération technique et signé un engagement mutuel de défense, mais seulement en cas d'agression extérieure. Et là, ce n'était pas le cas? Non, mais on a fait comme si. Et le général de Gaulle a envoyé une mission militaire au Tchad. Pour rétablir l'ordre, donc. Oui, ce qui va être fait, non sans difficulté. En tout cas, ça montre que la France accordait beaucoup d'importance au Tchad. Oui, peut-être la peur de la contagion aussi. Sans doute. Il fallait montrer à tous les pays africains membres de la communauté que la France demeurait le pays tutélaire et le garant de leur sécurité intérieure, même s'il fallait pour ça écorner quelques grands principes. En outre, il faut tenir compte de la dimension sentimentale. Les sentiments que le général de Gaulle ne peut pas oublier que le Tchad a été la première colonie française à se rallier à lui en 1940. Ah oui, au temps du gouverneur Félix Éboué. Oui, et c'est du Tchad que le général Leclerc a commencé sa fantastique épopée qui devait le mener jusqu'à Paris. Donc, de Gaulle, pour toutes ces raisons, accordait une attention tout particulière au Tchad. D'accord, mais enfin, revenons à notre sujet. L'opposition au régime de Tombalbaye est donc d'abord nordiste. Essentiellement, oui. Ce sont les Toubous. Et leur éparpillement, leur mode de vie et l'environnement, c'est-à-dire la montagne et le désert, leur permettent de résister durablement et de harceler les forces sudistes. Mais ce ne sont pas les seuls adversaires de Tombalbaye. Il existe aussi une opposition moins ethnique et donc plus politique, si je peux dire. Et peut-être plus dangereuse, alors. Je le pense. Et ici, je veux vous parler d'un homme qui aurait peut-être pu changer le destin du Tchad, un certain Outel Bono. Yes. Un médecin, un type brillant qui a fait ses études en France, à Toulouse, je crois. Avant l'indépendance, comme beaucoup d'autres étudiants africains, Bono a été un militant anticolonialiste assez proche du Parti communiste. Il est marié à une Française, il ne s'installe au Tchad que 2 ans après l'indépendance. C'est alors le seul médecin tchadien et d'emblée il se voit confier la direction de l'hôpital de Fort-Lamy. Et lui, alors, à quelle ethnie appartient-il? C'est un sudiste. Comme Tombalbaye, donc. Oui. Et en dehors de ses activités professionnelles, est-ce que le docteur Bono fait de la politique au Tchad? Il ne peut pas ne pas s'intéresser à la situation de son pays. Comme vous l'imaginez, ses idées ne peuvent pas le porter à soutenir le régime dictatorial du président Tombalbaye. Mais Outel Bono est d'abord un médecin. Et s'il est revenu dans son pays, c'est pour soigner les gens. Toutefois, il est certain qu'on le surveille étroitement. Il l'inquiète. Oui, d'autant qu'il fréquente un petit groupe d'intellectuels qui ne se privent pas de critiquer le caractère antidémocratique du pouvoir tchadien. Attendez, ce que vous avez dit, c'est risqué. Très risqué, oui. Et les conseillers français qui gravitent autour de Tombalbaye poussent le président tchadien à agir. C'est-à-dire se débarrasser de Bono et de ses amis. C'est évident. Mais Tombalbaye hésite. Il pense même neutraliser Bono en lui confiant un portefeuille ministériel. Quand même une curieuse façon d'éliminer un opposant. C'est vrai, d'autant que le médecin refuse. Alors Tombalbaye a une autre idée. Il demande à ce petit groupe de jeunes diplômés de lui proposer un plan de réforme politique. Encore plus bizarre. Et c'est surtout voué à l'échec. Car ces jeunes gens ne sont pas prêts à transiger sur les principes démocratiques. Le résultat, c'est que Tombalbaye finit par se fâcher, le groupe est dissous, et Bono retourne à son hôpital, mais pour très peu de temps. Avant de poursuivre, revenons un instant sur la décision du général de Gaulle d'intervenir militairement au Tchad en 1969. Dans ses mémoires publiés chez Fayard, Jacques Foccart raconte la réaction du général après que Tombalbaye lui demandait un appui aérien pour mater la rébellion. Je cite: « La situation est bien mauvaise, mais on ne voit pas comment la redresser, comment remettre sur pied l'armée et l'administration tchadienne. Je sais bien que les fonctionnaires tchadiens sont incompétents et prévaricateurs. D'ailleurs, les gendarmes sont disposés au pillage, mais on ne peut pas mettre partout des fonctionnaires français.
Il n'est pas question non plus de résoudre ce genre de problème en lâchant des bombes sur les paysans. Pour ne pas faire une réponse tout à fait négative au président Tombalbaye, je veux bien, si c'est possible, que des appareils français qui sont à Fort-Lamy procèdent à des vols d'intimidation sans ouverture de feu. 2 jours plus tard, le 11 mars, nouvelle réflexion du général. Il n'y a pas de solution de rechange à Tombalbaye. S'il disparaissait, le Tchad se casserait en 2 ou plusieurs morceaux. Il n'est pas impossible que les Russes encouragent ce processus de morcellement. Il n'y a qu'une solution, réencadrer l'armée tchadienne avec des officiers français comme nous le faisions naguère pour les groupes nomades. Mais cela suppose qu'en même temps, il soit procédé à une réorganisation complète de l'administration tchadienne, car il n'est pas pensable que nous dotions le Tchad d'un instrument militaire efficace pour permettre aux préfets de pressurer les populations paysannes. Il faudra demander au président Tombalbaye des engagements précis à notre égard et lui dire que s'il ne veut pas y souscrire, il faudra se passer de notre aide. Et le général de Gaulle, avant de se reprendre, envisage d'envoyer Bijard au Tchad. Il serait très bien, mais sa présence serait trop voyante pour l'étranger et on en déduirait que nous allons nous charger nous-mêmes de la répression. Quoi qu'il en soit, la France finira par intervenir militairement, mais en doublant cette opération par la création d'une mission de réforme administrative. Il est clair que pour le président tchadien, le docteur Outel Bono est désormais un adversaire qu'il faut museler. 1 mois à peine après l'échec des discussions sur les éventuelles réformes politiques à apporter au pays, le médecin est arrêté. Et très curieusement, c'est un fonctionnaire français, un commissaire, qui procède à son interpellation. Ça en dit long sur l'implication de la France dans cette affaire et plus généralement dans la conduite de la politique tchadienne. En effet, mais quel est le motif de cette arrestation? Outel Bono est accusé de complot contre la sécurité de l'État et de tentative d'assassinat contre le président Tombalbaye. Et est-ce qu'il y a une quelconque réalité derrière ces très graves accusations? Évidemment non. Le pouvoir tchadien veut simplement réduire au silence un opposant déterminé, prestigieux et particulièrement apprécié par la population. Et il y réussit puisqu'une cour de sûreté de l'État réunie pour l'occasion condamne à mort le docteur Bono. Le médecin n'a même pas pu se défendre correctement puisque son avocat, un Français, a été lui aussi arrêté avant l'ouverture du procès. Et encore une fois, ce sont des agents français qui ont procédé à cette interpellation. J'imagine quand même que cette condamnation à mort doit faire quelque bruit. Il ne pouvait pas en être autrement. La femme de Bono, qui a été expulsée du Tchad, remue ciel et terre. Tombalbaye comprend très vite que cette affaire peut se retourner contre lui. Et la condamnation à mort du médecin est commuée en prison à vie. Mais ce prisonnier est encore trop encombrant. Et finalement, 2 ans après sa condamnation, Outel Bono obtient un régime de semi-liberté et son épouse est autorisée à le rejoindre. Bono peut donc reprendre son métier? Oui, exilé au nord du pays, il fait ce qu'il sait le mieux faire, soigner les gens. Au nord du pays, c'est-à-dire chez les Doux? Et vous l'avez deviné, ce n'est pas innocent. Bono est étroitement surveillé. Et le pouvoir espère bien découvrir que le médecin entretient des contacts avec le Frelinat. Ouais, c'est-à-dire les rebelles du Nord. Oui, mais Bono se garde bien de faire une telle imprudence. D'ailleurs, il n'approuve pas les rebelles. D'abord parce qu'il les soupçonne d'être soutenus par l'étranger, la Libye en l'occurrence. Ensuite parce que la rébellion nordiste est essentiellement ethnique. En tout cas, cette attitude prudente lui vaut d'être autorisé à revenir à Fort-Lamy 1 an plus tard. Tombalbaye ne se méfie plus de lui. Certes non, mais il n'a pas renoncé à son idée d'essayer de circonvenir Bono en le faisant entrer dans son gouvernement. Il veut en faire un ministre alors même qu'il l'a condamné à mort 3 ans plus tôt. Oui, enfin, je sais que ça peut paraître étrange, mais Tombalbaye a peur de Bono. Peur? Oui, il voit en lui un rival. Et d'une façon assez maligne, le président tchadien pense que s'il le compromet en le nommant ministre, Bono ne représentera plus un danger politique pour lui. Mais encore une fois, le médecin le déçoit et refuse. Il veut continuer à exercer son métier. Seule concession, il accepte le poste de directeur de la santé. Il devient donc un personnage officiel, hein, mais a-t-il renoncé à toute activité politique? À peu près, oui. Mais en 1969, on doit procéder à une élection présidentielle. Et Tombalbaye craint que le docteur Bono ne se présente contre lui. Il faut donc à nouveau trouver un moyen de le neutraliser. Et le médecin va lui fournir involontairement un prétexte. Involontairement, c'est sûr, ça? Je le crois. Au printemps, Outel Bono assiste à une conférence sur la culture du coton. Le sujet n'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Cette culture, qui représente l'essentiel de l'économie du sud du Tchad, est entre les mains d'une société française qui rémunère très peu les paysans à qui elle achète le coton. Outel Bono, qui est très populaire, est invité à donner son avis. Et naturellement, il déplore lui aussi l'exploitation des producteurs par cette compagnie française. Bien entendu, dès le lendemain, il est arrêté.
Sous quel motif cette fois-ci là? Ça, je vous le donne en mille. Offense au chef de l'État et atteinte à l'intégrité du territoire. C'est complètement farfelu, là. Oui, tout à fait. Mais Tombalbaye est provisoirement débarrassé de son rival, qu'il fait condamner à 5 ans de prison. Il déclare même publiquement que Bono est un élément de désordre qui doit disparaître pour laisser le Tchad en paix. Disparaître, le mot est fort. Hein. N'est-ce pas? Et certains s'en souviendront lorsque 4 ans plus tard, Outel Bono sera assassiné. Toutefois, en cette année 69, Tombalbaye a sous-estimé la popularité du médecin. À Fort-Lamy, on manifeste à plusieurs reprises pour obtenir la libération de Bono. Et finalement, 3 mois plus tard, le président tchadien doit céder et se résoudre à libérer Outel Bono, qui redevient aussitôt directeur de la santé. Pardonnez-moi, mais ça me paraît complètement extravagant. Oui, Tombalbaye n'était certainement pas un personnage ordinaire. Il a sans cesse alterné répression et clémence. En fait, il a été réélu, là? En juin 69, pendant que Bono était en prison. Et un peu plus tard, Tombalbaye se fera octroyer les pleins pouvoirs. Ah, c'est quand même plus simple. Hein. Mais malgré les moyens que lui donne ce pouvoir dictatorial, le Tombalbaye est de plus en plus critiqué à l'intérieur de son propre pays. Et ses conseillers français s'inquiètent. Dans le même temps, la popularité de Outel Bono ne cesse de croître. Une popularité qui, il faut le souligner, ne doit qu'à ses qualités professionnelles. Le médecin tchadien fait construire des dispensaires un peu partout dans le pays. Il combat aussi victorieusement une épidémie de choléra. Bref, Bono représente un danger de plus en plus grand pour Tombalbaye. C'est exact. Et à Paris, certains dans l'entourage de Foccart commencent même à se dire qu'au fond, Outel Bono ferait un excellent remplaçant à la présidence tchadienne. Ouais, enfin, il faudrait auparavant démettre Tombalbaye. Hein. Bien sûr. Mais cela, nous savons faire. Ah oui, vous savez. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui se passera en 1975. Enfin, pour l'instant, je parle du début des années 70. La France soutient encore Tombalbaye. Et surtout, ses conseillers français, qui sont tout-puissants, ne sont pas encore décidés à le lâcher. Oui, parce qu'ils le lâcheront un jour. Bah, forcément. Et ils serviront avec le même zèle son successeur, le général Maloum. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Tombalbaye a-t-il eu vent de la nouvelle faveur qu'avait Bono à Paris? En tout cas, fin 1972 et début 73, il se lance dans une véritable campagne anti-française. C'est aussi une façon de dissimuler ses propres difficultés, car non seulement le Tchad connaît de graves problèmes financiers, mais la rébellion au nord continue avec maintenant le soutien de la Libye de Kadhafi. Ouais, alors c'est la France bouc émissaire. Oui, et un homme est particulièrement visé, Foccart, qui continue de s'occuper des affaires africaines aux côtés du président Pompidou. Pour Tombalbaye, c'est Foccart qui est à l'origine de tous les maux du Tchad. Curieux retournement quand même, hein, parce que si je vous ai bien compris, Tombalbaye est d'abord une créature de Foccart. C'est juste. Et dès cet instant, on peut penser que le président tchadien ne restera pas longtemps au pouvoir, d'autant qu'il déclare son intention de remettre en cause la coopération militaire avec la France et qu'il entame un flirt avec la Libye. La Libye pourtant soutient les rebelles du Nord. Oui, Tombalbaye espère réduire la rébellion en concluant un accord secret avec Kadhafi. Un accord au terme duquel le président tchadien reconnaît la souveraineté libyenne sur la fameuse bande d'Aouzou. Ouais. C'est cette bande de terre sahélienne située au nord du Tchad. Hein, et ça, au sud de la Libye. Ouais. Et le docteur Bono, alors lui, que Eh bien, quand se produit ce raidissement anti-français de la politique tchadienne, de nombreux opposants sont emprisonnés. Mais Bono, lui, a la chance de se trouver à l'étranger. Il échappe donc à une nouvelle arrestation. Oui, enfin, on lui fait comprendre très fermement qu'il n'a pas intérêt à revenir au Tchad. En d'autres termes, le menace, quoi. De mort, oui. Et comme le médecin ne se résignera pas à se désintéresser du sort de son pays, ses assassins finiront par passer à l'action en plein Paris. Qu'en est-il réellement des rapports du docteur Bono avec la France? Et a-t-on sérieusement pensé à Paris que le médecin pourrait succéder à Tombalbaye? Dans leur livre La piscine, paru en 1985 au Seuil, Faligo et Kropp parlent d'un mystérieux colonel Bayonne, un entrepreneur en maçonnerie qui a longtemps travaillé en Afrique et qui serait un ancien des services spéciaux. C'est lui qui aurait cornaqué en France le docteur Bono. Je cite Faligo et Kropp. Grâce à l'ancien ministre du plan tchadien, Dinguibaye, membre comme lui de la Grande Loge nationale de France, le colonel avait rencontré Outel Bono. Et Dinguibaye avait suggéré que le docteur, homme intègre, fréquemment victime de la répression au Tchad, était une carte à tenir en réserve du point de vue français. Bayonne se croit autorisé à parler au nom d'amis bien placés. Bono peut sortir son pays de l'impasse, créer une vraie démocratie. L'intéressé hésite. L'idée d'être porté au pouvoir par un coup de force, même dans une optique libérale, ne l'enchante guère. Il accepte enfin pourvu qu'une véritable consultation populaire et des réformes en profondeur ratifient sa démarche. On distribue dans les mois qui suivent son programme au Tchad. Une conférence de presse est prévue pour annoncer son départ, mais une semaine avant la date fixée, le docteur Outel Bono
est assassiné. Ne croirait-on pas un mauvais remake du scénario Ben Barka 10 ans plus tôt? Mais nous allons reparler avec Monsieur X de ce mystérieux colonel. Quelles sont les circonstances exactes de l'assassinat du docteur Bonneau? J'y viens tout de suite, mais auparavant, voyons ce que faisait le médecin tchadien en France. Contraint à l'exil, il avait commencé un stage à l'hôpital parisien de la Pitié, dans le service du professeur Gentilini. C'est l'actuel patron de la Croix-Rouge française. C'est ça, hein. En fait, ce stage était provisoire car Bonneau espérait bien occuper de hautes fonctions à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Jusque-là, si je puis m'exprimer ainsi, Goutel Bonneau avait fait de la politique malgré lui, parce qu'il était une des personnalités les plus remarquables de son pays et qu'il inspirait confiance. Mais dès son arrivée à Paris, on le presse de se déclarer, de prendre la tête d'un mouvement d'opposition. Contre Tombalbaye, donc. Oui, Bonneau est très populaire chez les étudiants tchadiens présents en France et qui sont pratiquement tous opposés au président de leur pays. En outre, des hommes politiques tchadiens exilés eux aussi voient en Bonneau le leader naturel d'un parti qui se situerait entre Tombalbaye et les rebelles du Nord regroupés dans le Frelinat. Et le médecin se laisse convaincre? Pour dire vrai, il n'est pas très chaud. Il est bien placé pour savoir que la politique en Afrique est dangereuse. Goutel Bonneau n'a aucune vocation à entrer dans la peau d'un dictateur. Puis, il est médecin avant tout. Enfin, il sait qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir au Tchad sans l'aval de Paris. Et de Jacques Foccart. Naturellement. Et justement, un colonel qui a longtemps navigué dans les eaux des services secrets, l'approche et lui offre de l'aider. Et étant donné les rapports qui existent entre Foccart et le SDEC, Bonneau peut peut-être penser que l'Élysée l'encourage à agir. Le médecin se décide enfin à descendre dans l'arène. Et il crée son parti, le MDRT, c'est-à-dire le Mouvement démocratique de rénovation tchadienne. Mais Bonneau ne peut-il pas penser que ce colonel essaie de le manipuler? Il a sans doute nourri des doutes, mais de toutes parts, on le pressait de se décider à entrer activement dans l'opposition. Attendez. Et vous, pensez-vous qu'il a existé une manipulation? Certainement. Mais pas celle à laquelle vous pensez. Je vous ai rien dit encore. Enfin, je vous connais. Vous pensez certainement que le docteur Bonneau a été attiré dans un piège. Oui, ce colonel-là, qui doit être une de vos connaissances. Là, vous vous trompez. En partie, en tout cas, mais je vous expliquerai dans un instant. Merci quand même. Je vous en prie. Goutel Bonneau a donc sauté le pas. Et ça commence à se savoir dans les milieux tchadiens. À Paris d'abord, mais aussi à Fort-Lamy, qui est devenu désormais N'Djamena, depuis que Tombalbaye est fâché avec la France. Lui-même a changé de prénom. Vous avez appelé ça la tchadisation. Oui, il a entrepris quelque chose de complètement fou. Il veut imposer à toute la population du pays un rite d'initiation propre à sa tribu, ce qui provoque pas mal d'ennuis. Enfin, passons. L'important, c'est donc que le docteur Bonneau se pose désormais en opposant et successeur de Tombalbaye. Et là, attendez, on est en quelle année? Toujours 1973, et c'est fin août que Bonneau doit publiquement annoncer la création de son parti. Entre-temps, un journal très influent en Afrique et relativement proche de Foccart a laissé entendre que l'entrée en politique de Bonneau signifiait que la France avait décidé de lâcher le président Tombalbaye. Nouveau signe. C'est évident. Et on en est là quand 2 jours avant que le médecin ne fasse une déclaration officielle devant la presse, un assassin met fin à ses jours. Ça se passe comment? Très simplement. Ce matin-là, le docteur Bonneau sort de chez lui et monte dans sa voiture. Soudain, avant même qu'il ne démarre, un homme ouvre sa portière et lui tire à bout portant 2 balles de revolver. Puis l'homme s'enfuit, monte dans une 2 chevaux et disparaît. Un tueur à 2 chevaux. Un contrat? Ça y ressemble. Alors, qui a commandité cet assassinat-là? On pense d'abord à Tombalbaye. Ce qui me paraît logique, ouais. Bonneau était son principal adversaire politique et de nombreux indices permettaient de penser que Paris ne lui était pas hostile. Enfin, dans ce genre d'affaires, rien n'est simple. Je vous ai dit que chez Foccart, on commençait à penser à Bonneau pour succéder à Tombalbaye. Mais ce devait être sans enthousiasme. Bonneau était en effet plutôt classé à gauche. Alors c'est tout, non? Non, il fallait aussi penser au clan des Français qui avaient fait leur nid dans l'entourage du président tchadien. Des hommes qui, je vous l'ai dit, avaient la haute main sur les services de sécurité du Tchad. Oui, alors Bonneau, en venant au pouvoir, menaçait leur tranquillité et leurs privilèges. Bien entendu. Alors, je vous demande à nouveau, qui? Écoutez, je vais être franc. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais je sais que nos services y ont été mêlés. Ou plutôt, pour être tout à fait exact, je sais que des gens appartenant au service français y ont été mêlés. Vous pouvez en apporter la preuve, Ce qui a suivi la disparition du docteur Bonneau est assez étrange. D'abord, l'aveugle du médecin. Une Française, vous dit. Oui. Cette femme subit la présence très pressante de ce colonel dont je vous ai parlé. Exactement comme si on voulait la faire taire. Ensuite, un proche de Bonneau qui a accompagné le médecin tout au long des derniers mois de sa vie manifeste l'envie de raconter ce qu'il sait.
Enfin, lui n'en aura pas le temps non plus, car il meurt d'une diarrhée foudroyante 1 mois après son ami. Ça, c'est en effet troublant. Ce n'est pas tout. L'appartement du médecin a été minutieusement fouillé et tous ses papiers ont disparu. Pas pour tout le monde, j'imagine. Ça, c'est sûr. Enfin, il y a l'enquête judiciaire proprement dite. Malgré les efforts de la veuve de Bonneau, elle n'aboutira jamais. Mais il est vrai qu'un des juges d'instruction chargé de l'affaire est celui-là même à qui on a confié le dossier des plombiers du Canard enchaîné. Effectivement. Alors on ne découvrira jamais aucune piste. Si, à l'occasion d'une autre affaire tchadienne dont je me propose de vous entretenir, l'affaire Claustre. Oui, c'est-à-dire l'enlèvement de cette scientifique française par Hissène Habré. Hein. Oui, un des négociateurs envoyés au Tibesti se nomme le capitaine Galopin, un Français. C'est l'adjoint de ce commandant Gourvenec qui a fait l'appui et le beau temps à N'Djamena. Le choix de Galopin est détestable, car ce militaire français a combattu avec la plus grande fermeté, pour ne pas dire plus, les rebelles tout bout. Et ce qui devait arriver arrive. Galopin est pris à son tour en otage et il finira par être exécuté. Mais avant de mourir, il a parlé. Il a accusé l'un de ses hommes d'être l'assassin du docteur Bonnet. Qui alors? Son nom importe peu. Sachez simplement que c'était aussi un type qui avait des relations avec le SDEC. Décidément, hein. Comme vous dites. Cet homme, quand l'information a été connue à Paris, a donc fait l'objet d'une enquête de police assez probante. On a même pu établir qu'il possédait une de chevaux, en tout point semblable à celle de l'assassin de Bonneau. Mais le juge refusera d'aller plus loin. J'ajoute un détail intrigant. À l'époque où cet homme est interrogé par la police, son chef, le fameux Gourvenec, meurt subitement victime d'une indigestion. Ah, attendez, diarrhée, indigestion... Ouais, c'est curieux, ça. Enfin, ça ne donne toujours pas la clé du mystère. C'est vrai. Souvent dit qu'il fallait toujours chercher à qui le crime profitait. Dans le cas de Bonneau, ça me paraît clair. Les assassins ont fait coup double. D'un côté, ils se sont débarrassés d'un homme qui était en position de succéder à Tambalbaye et de faire le ménage à N'Djamena. Et d'un autre côté, ils ont fait porter la responsabilité du crime sur le président Tambalbaye. Mais j'aime bien vous croire, mais enfin, avec quel objectif alors? Le discréditer un peu plus et précipiter sa chute. Ce qui sera le cas un peu plus tard, en 1975, quand il sera assassiné à l'occasion d'un putsch organisé avec la bénédiction de la France. Mais vous avez parlé d'une implication des services français. Bien sûr. Parce que tous ces militaires français qui grenouillaient dans l'entourage de Tambalbaye étaient plus ou moins liés au SDEC, forcément. Le 28 août, 2 jours après l'assassinat du docteur Bonneau, Jacques Foccart s'entretient avec le Premier ministre Pierre Messmer. Ils évoquent la mort du médecin. Voici comment Foccart raconte cette conversation dans ses mémoires. Le Premier ministre me dit que cette affaire est intolérable, que c'est un coup monté par Tambalbaye, il faut que cessent ces règlements de compte sur le sol français. Oui, dis-je, mais la seule façon de mettre fin, c'est de réagir et de découvrir celui qui a fait le coup. Or, manifestement, c'est un professionnel et ce sera très difficile parce que maintenant il doit être à l'abri. C'est pourtant nécessaire à 2 points de vue. D'abord, si on ne le découvre pas, dans quelque temps, Tambalbaye va laisser entendre que ce sont les agents secrets français, et pourquoi pas les agents de Foccart, qui ont descendu Bonneau afin de le discréditer, lui, François Tambalbaye. Et puis, deuxièmement, si c'est Tambalbaye qui a fait faire le coup, et qu'il s'aperçoit qu'on peut assassiner sans trop de difficulté quelqu'un sortant de son domicile à Paris, il sera tenté sans doute d'en faire autant pour moi qui suis à ses yeux l'ennemi public numéro 1. Je vous recommande aussi le livre très éclairant de François-Xavier Verschave, La France-Afrique, le plus long scandale de la République, paru chez Stock en 1998.